Bonjour tout le monde. Alors, on continue la description des instructions du 80-86. Nous avons vu qu'il y a plusieurs types d'instructions, les instructions de transfert, les instructions arithmétiques, les instructions logiques, etc. Donc, nous continuons la description des instructions du 80-86 par les instructions logiques. Alors, comme leur nom l'indique, les instructions logiques, ils permettent d'effectuer des opérations logiques sur la donnée en question. Donc, par exemple, ici, la première instruction la plus simple, c'est l'instruction note destination. Alors, cette instruction-là, elle permet de complémenter tous les bits de la destination. Comme vous voyez ici, il y a un seul opérand qui est la destination, parce que le nom, bien le nom binaire s'applique uniquement sur un registre ou bien sur une case mémoire. Donc cette instruction-là, elle a pour rôle de complémenter la destination. Donc je peux écrire par exemple note AL. Dans ce cas-là, AL reçoit AL bar. Alors sachant que AL est un registre 8 bits, tous les bits du registre AL sont complémentés. Donc imaginons que le registre AL contient 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Donc la complémentation, ça va donner 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ça, c'est le note. Il peut s'appliquer sur des registres 8 bits, 16 bits ou 32 bits et aussi des cases mémoire. Donc, deuxième instruction, c'est l'instruction et end destination source. Alors, comme vous voyez ici, il y a deux opérandes. La destination qui reçoit la destination et source. On va voir des exemples tout à l'heure. Alors, on généralise le même principe sur l'instruction OR qui permet de faire le OU entre la destination et la source et le résultat est stocké dans OR, dans la destination. Et puis l'instruction XOR, ou bien le OU exclusif qui permet de stocker dans la destination le OU exclusif bit par bit de source et destination. Alors regardons quelques exemples sur les instructions logiques. Alors, l'instruction OR, qui est le OU, il permet principalement de forcer certains bits dans la destination. À titre d'exemple, regardons l'instruction OR AL,13 hexadécimal. Alors dans ce cas, l'octet 13 hexadécimal, ça s'appelle un masque. Donc il va indiquer les bits qui seront forcés à 1 et les bits qui ne seront pas forcés, c'est-à-dire qui vont rester inchangés. Regardons l'exemple de plus près. Alors imaginons que AL contient la valeur C6. On va écrire C6 en binaire. Alors, C6 s'écrit comme ça. Et regardez ici, je vais faire un OU avec la valeur 13. Alors, si j'écris la valeur 13, vous constatez bien que 13 contient un 1 ici et deux 1 là. Alors, si vous faites le OU ici, vous allez constater que les bits qui sont marqués en jaune ont été convertis directement en 1. Alors que les bits correspondent au 0, 0 dans le masque, ils sont passés sans aucune modification. Donc ça, c'est l'un des rôles de la fonction ou bien de l'instruction OR, c'est qu'il permet de forcer certains bits à 1, donc les bits qui sont indiqués par 1 dans le masque, et il permet de passage des bits qui correspondent au 0, 0 dans le masque sans aucune modification. Et donc finalement, le résultat de cette instruction-là, ça va être un D7. Alors en utilisant la même logique, ça c'est le résultat qui sera mis dans destination qui est AL. En utilisant la même logique, la fonction AND
permet de forcer les bits à 0. Donc on va faire maintenant l'opération AND à L,13, le même masque que tout à l'heure. Donc supposons que AL contient C6. C6, ça s'écrit comme ça, et 13, ça s'écrit comme ça. Alors pour le cas du AND, nous allons plutôt regarder les bits qui sont à 0. Donc ici, nous avons ces 2 bits à 0 et ces 3 bits qui sont à 0. Remarquez bien que si je fais l'opération du et logique bit par bit, vous allez constater que les bits du masque qui sont à 1 vont passer inchangés. Donc vous voyez bien qu'ils sont ici en blanc. Donc ces bits-là n'ont pas changé. Alors que les bits, là où il y avait des zéros dans le masque, ils ont été automatiquement convertis sous forme de 0. Donc la fonction et permet de masquer les bits à 0 pour les zéros, pour les bits qui sont à 0 dans le masque. Ils permettent de faire passer sans aucun changement les bits là où le masque est égal à 1. Donc le résultat final de cette opération-là, c'est 0,2, qui est stocké dans la destination. Le ou exclusif, par contre, il a un fonctionnement très intéressant, et ça on l'a vu précédemment dans le cours. Ici, les bits qui sont à 1, donc je vais prendre le même exemple que tout à l'heure, mais cette fois je vais prendre l'instruction XOR. Alors vous allez constater que les bits dans le masque qui sont à 1, ici il y aura une inversion. Il y aura une inversion, alors que dans les bits, là où il y a un 0, il n'y aura pas d'inversion. Donc remarquez bien, les bits qui sont en jaune, qui correspondent au 1 du masque, ont été inversés. Donc ici, 0, 1 à la place de 1, 0. Et ici, on avait un 0, maintenant on a 1. Alors que les bits, là où il y a des 0, ils vont passer sans aucune modification. Donc XOR permet sélectivement d'inverser certains bits de l'octet ou bien de la donnée en question. Le résultat final, ça sera D5. Et D5 sera stocké dans la destination qui est AL. Nous allons passer maintenant aux instructions de manipulation de bits. Et comme leur nom l'indique, ce sont des instructions qui permettent de faire des opérations sur les bits d'une donnée. Alors ici, on distingue deux types d'opérations. On distingue le décalage, et en anglais shift, et la rotation, rotate en anglais. Donc on prend les deux premières lettres de chaque opération, donc SH pour shift et RO pour rotate. Et puis, c'est dans les deux cas, que ce soit le décalage ou la rotation, nous avons deux directions de rotation de décalage. La gauche, indiquée par L, la droite, indiquée par R, comme left et right. Ceci donne naissance à plusieurs combinaisons. Donc la première combinaison, c'est SH et R. Donc c'est shift right, décalage à droite. Vous voyez ici le format, c'est qu'on écrit l'instruction SHR, shift right. Destination, c'est le registre ou la case mémoire où le décalage aura lieu. Et N, c'est le nombre de bits qui seront décalés. Donc finalement, ici, on lit SHR destination N, c'est un décalage à droite de destination de N bits. Donc, on a trois instructions qui s'écrivent de la même façon. On a aussi SHL, donc c'est un décalage à gauche de destination de N bits. Et on a aussi ROR, rotation à droite et rotation à gauche de destination de N bits. Alors, regardons avec des exemples. Qu'est-ce que ça veut dire, que veut dire le décalage et que veut dire la rotation? Donc on commence par le décalage. SHL, ici c'est Shift Left, décalage à gauche du registre AL de
2 bits. Alors, imaginons que le registre AL contient la valeur C6. Écrivons cette valeur en binaire. Donc C c'est 1, 1, 0, 0 et 6 c'est 0, 1, 1, 0. Alors le décalage consiste à pousser, hein, les bits dans la direction indiquée, ici c'est la gauche, de 2. Donc regardons l'animation ici. Donc on va décaler les bits à gauche et puis on va injecter 2 zéros dans le sens du décalage. Alors si vous allez bien constater qu'il y a 2 bits ici, les 2 bits 1, 1, qui seront poussés, qui seront perdus. Donc si j'effectue le décalage à gauche, vous allez constater que les deux 1, 1, 1 qui seront perdus et il y aura l'injection de ces 2 zéros dans le sens du décalage. Par conséquent, le résultat final, après ce décalage-là, ça va être 18. Donc, après avoir poussé les 2 bits dans l'extrême de gauche qui seront perdus, et on a injecté 2 zéros à la droite. Donc ça c'est un exemple de décalage. Et donc le décalage que vous voyez, c'est une opération qui en quelque sorte nous fait perdre le contenu du, du registre, parce que quand vous décalez 2 par 2, les deux bits qui sont à gauche, ils seront perdus, et à la place, on va injecter 2 zéros ici, parce qu'on a fait un décalage à gauche. Si vous faites un décalage à droite, c'est exactement le même principe, mais maintenant les bits seront poussés vers la droite. Ça, c'est le résultat final qui sera stocké dans la destination AL. Alors la rotation, on fait la même chose, mais les bits qui sont à gauche, hein, ne seront pas perdus, mais ils seront injectés de l'autre côté. Alors ici, on demande de faire une rotation à droite du registre AL de 2 bits. Alors imaginons que AL contient la valeur 5A qui s'écrit comme ça, 5A. Donc 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Alors maintenant, on demande de faire une rotation à droite. Donc la rotation à droite, c'est-à-dire, ça va se faire dans ce sens-là. Puisqu'il s'agit d'une rotation, alors les bits vont tourner comme ça. Par conséquent, ces 2 octets, ou bien ces 2 bits qui sont ici, ils vont tourner et ils vont arriver dans l'autre sens. Ça, c'est la rotation à droite. Alors, regardons l'animation. Voilà, donc ces 2 bits-là, ils vont tourner et ils seront injectés de l'autre côté. Donc, ils ne sont pas perdus. Donc, la rotation, c'est comme le décalage, les bits seront décalés, mais seulement les bits qui seront poussés à l'extérieur, ils seront injectés dans l'autre direction. Donc, la rotation, en quelque sorte, il ne détruit pas l'information, il va tout simplement la modifier en utilisant la rotation ici. Le résultat sera 96. C'est ça la valeur qui sera stockée dans le registre AL. Nous allons maintenant passer à un type d'instruction qui est très très important pour n'importe quel microprocesseur, parce que c'est grâce à ces instructions-là, qui s'appellent les instructions de branchement, que l'on pourra modifier la séquence d'exécution du programme. Alors, comme vous savez, un programme, c'est une suite d'instructions qui sont exécutées l'une après l'autre. Cependant, parfois, on a besoin de sauter certaines instructions pour continuer l'exécution à partir d'un certain endroit du programme. Et ce saut peut être inconditionnel, c'est-à-dire on va juste sauter à une certaine instruction dans le programme, ou bien le saut sera conditionnel. Donc le saut ne sera effectué qu'après avoir testé une certaine condition. Donc les instructions de branchement ou de saut, ils sont les suivants. Donc on commence par les instructions de branchement inconditionnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas précédées par un test de condition. On commence par l'instruction JMP ou bien jump.
Donc jump en anglais, ça veut dire saut. Alors, l'instruction jump label, bien jump étiquette, il permet de sauter à l'instruction marquée par label. Alors, label, c'est juste un texte que vous ajoutez dans votre programme pour marquer une instruction. Par la suite, label sera remplacé par l'adresse de l'instruction dans le programme. Et puisque à ce niveau, quand vous écrivez votre programme en assembleur, vous ne connaissez pas quelle est l'adresse de l'instruction, donc vous allez juste utiliser un label pour marquer une instruction. On va voir ça tout à l'heure avec un exemple. Deuxième type de branchement, c'est l'instruction call. Alors call, elle permet aussi de se brancher à l'instruction qui est marquée par l'étiquette label, mais call, dans ce cas, ne va pas continuer l'exécution d'une façon inconditionnelle, directe à l'instruction marquée par label, mais il va plutôt appeler un sous-programme. Donc, de point de vue saut, c'est la même chose. Donc, jump ou call, ils vont faire la même chose. Ils vont se brancher à l'instruction qui est marquée par label. Mais seulement un sous-programme, à la différence de jump, un sous-programme, il se termine toujours par l'instruction ret. Ret ou return en anglais. Par la suite, quand le microprocesseur trouve l'instruction ret ou return, il va revenir à l'instruction suivante, l'instruction qui suit hein, l'appel call. On va voir ça tout à l'heure avec un exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage de call, c'est que vous pouvez appeler le même sous-programme plusieurs fois dans votre programme principal. Une autre instruction de branchement, c'est l'instruction loop, toujours suivie par un label. Ici, l'instruction loop, c'est la combinaison de deux instructions. La première, c'est décrémenter ECX. Donc, on suppose qu'il y a déjà une valeur dans ECX qui fonctionne dans ce cas comme un compteur. Et comme vous voyez ici, on se branche à label qui est indiqué ici dans l'instruction label. On se branche à label uniquement si ECX est supérieur à 0. Donc, on va continuer à décrémenter ECX. Et tant que ECX est supérieur à 0, on va faire le branchement. Si on arrive à l'instruction loop et que ECX est égal à 0, on va sortir, on va pas sauter et on va continuer le programme. Donc on continue uniquement quand ECX devient égal à 0. Alors regardons quelques exemples. Nous commençons par le saut inconditionnel, bien le branchement inconditionnel jump. Donc imaginons que vous avez ce programme. Donc move AX 1200, OR BX 3401, add AX BX, et puis on trouve jump boucle. Alors boucle, c'est notre étiquette. Et si on voit bien ici, boucle, elle désigne l'instruction move AX 1200. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que le microprocesseur va exécuter l'instruction move, ensuite OR, ensuite add. Quand il va arriver à jump, il va revenir ici. Alors, comme vous constatez dans ce cas, cette boucle-là, c'est une boucle infinie, elle n'a pas de sens, parce que le programme va continuer à tourner ici indéfiniment. Mais en général, le jump, il fera toujours partie d'une séquence de sauts, et parmi lesquels on trouvera un saut conditionnel quelque part. Et sinon, si vous avez un exemple comme ça, bien sûr, c'est une boucle qui sera infinie, vous n'allez jamais pouvoir sortir de cette séquence d'instructions. Donc ça, c'est le jump, il n'y a aucune condition qui est testée, mais on saute directement à boucle dès qu'on trouve l'instruction jump boucle. Voilà. Alors maintenant, appel au sous-programme avec l'instruction call. Alors comme vous voyez, notre sous-programme, c'est cette partie-là. Il commence par une étiquette qui s'appelle somme2 et se termine par l'instruction ret. Donc, le programme principal, il s'exécute avec move AL2, move CH3, mais dès qu'il trouve call somme2, il se branche ici. Donc l'exécution est continuée sur add al,ch. Donc on exécute add al add alch, on fait shl al,1
Et quand on trouve ret, alors ret, elle va faire de sorte que on va revenir à l'instruction qui suit immédiatement le call. Dans ce cas-là, l'exécution du programme se poursuivra ici sur move et on continue l'exécution du programme. Alors l'avantage de cette configuration, c'est que ce sous-programme qui s'appelle somme2, désigné par cette étiquette, peut être appelé à plusieurs endroits. D'accord? Donc ça c'est la séquence, on appelle sous-programme, et puis à la fin, on retourne à l'instruction qui suit le call. Ça c'est un exemple de l'instruction, la troisième instruction qui est loop. Alors, remarquez bien que je commence par charger ECX par la valeur 4. Donc ECX dans ce cas, ça sera mon compteur. Ensuite, je charge AL par 0, j'initialise AL par 0. Ensuite, j'incrémente AL. Dans ce cas, AL sera égal à 1. Alors, loop, qu'est-ce qu'il va faire? Loop, il va décrémenter. Donc, il va décrémenter ECX. Et puis, si ECX est supérieur à 0, alors aller à suivre. Donc, comme vous constatez ici, il va continuer ce processus-là jusqu'à ce que ECX soit égal à 0. Et donc, essayez de deviner quelle sera la valeur de AL dans ce cas-là. Et donc, loop, regardez l'équivalent de loop, c'est indiqué ici. Donc, loop est équivalent à décrémenter ECX. Et si ECX est supérieur à 0, allez à suivre. Et bien sûr, ici, c'est comme si on a une boucle, hein, avec un compteur qui est égal à 4, parce qu'on a initialisé ECX à 4, il va incrémenter AL jusqu'à ce que EX soit égal à 0, parce qu'à chaque fois, on décrémente ECX. Alors, passons maintenant au deuxième type d'instructions de branchement, qui sont très importants, parce que ça permet de faire des boucles, les boucles que vous connaissez en langage C, les boucles while et for. Et ces deux boucles-là, comme vous savez, ils sont toujours conditionnés. C'est-à-dire que tant qu'il y a une condition while, c'est tant qu'il y a une condition qui est vraie, on va faire un traitement, on va le répéter, et on ne sort que lorsque la condition devient fausse. Et pour l'instruction for, on fait exactement la même chose, mais dans ce cas, notre condition, c'est tout simplement tester un compteur lorsque le compteur arrive à la valeur indiquée par la boucle for. C'est-à-dire, si par exemple, vous faites un comptage, une boucle for qui compte de 0 jusqu'à 9, donc il va répéter le traitement pour 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Quand on arrive à 9, on dépasse 9, on va sortir de la boucle. Alors ces structures-là, les structures de boucle qu'on trouve en langage C, ils sont matérialisés dans le microprocesseur x86 par les instructions de branchement conditionnel. Alors ces instructions de branchement conditionnel, ils sont toujours précédées par une instruction spéciale qui est l'instruction de comparaison. L'instruction CMP, compare, opérande 1, opérande 2, qui doivent être de même taille. Donc cette instruction, vous allez toujours la trouver avant n'importe quelle opération, bien n'importe quelle instruction de branchement conditionnel. Donc je reviens ici. En fait, compare opérande 1, opérande 2, c'est tout à fait, donc CMP, opérande 1, opérande 2, c'est tout à fait identique à faire tout simplement opérande 1 moins opérande 2. Donc on fait la soustraction de opérande 1 et opérande 2, mais sans stocker le résultat dans un registre de destination. L'objectif de cette soustraction, c'est de mettre à jour les drapeaux. Un exemple très simple pour comprendre, le drapeau ZF. Le drapeau ZF, c'est le drapeau de 0. Et donc, si vous faites la soustraction de opérande 1 et opérande 2, et que opérande 1 est égal à opérande 2,
La soustraction, ça va donner un résultat nul, et par conséquent, ZF sera mis à 1. Donc, c'est grâce aux différents drapeaux que nous allons pouvoir savoir si les deux opérandes sont identiques, ou bien si opérande 1 est supérieur à opérande 2, opérande 1 inférieur à opérande 2, inférieur ou égal, etc. On va tout simplement tester le drapeau de ZF et aussi le drapeau de signe, le signe de l'opération. Si le signe est positif, c'est-à-dire que opérande 1 est supérieur à opérande 2. Si le signe est négatif, c'est-à-dire qu'opérande 2 est inférieur à opérande 1 est inférieur à opérande 2. Parce que la soustraction, c'est elle qui va vous donner, indiquer exactement lequel est le plus grand et lequel est le plus petit, ou bien s'ils sont identiques. Donc passons aux différentes instructions de branchement conditionnel qui suivent l'instruction CMP. Donc première instruction, c'est JE label. Donc on saute à label si opérande 1 est égal à opérande 2. Comme j'ai dit, il faut toujours commencer par comparer opérande 1 virgule opérande 2 et par la suite on va écrire, juste après on va écrire JE label. Donc toujours commencer par CMP et juste après on ajoute l'instruction de branchement conditionnel qui bien sûr va tenir en compte l'état des drapeaux. Deuxième opération de branchement conditionnel, jump on not equal, c'est-à-dire saut à label si opérande 1 est différent de opérande 2. Ça c'est clair s'ils sont différents, c'est-à-dire si le drapeau Z n'est pas égal à 1, n'a pas été mis à 1, c'est-à-dire que les deux opérandes sont différents. Donc à ce moment-là, on va sauter. Donc sauter si les deux opérandes sont différents. JA ou JAE, donc JA c'est jump if above, et JAE, jump if above or equal. Donc sauter si opérande 1 est supérieur à opérande 2, ou bien opérande 1 est supérieur ou égal à opérande 2. Donc le E ici, ça veut dire or equal, ou égal. De la même manière, nous avons JB, jump on below, et jump on below or equal. Donc on va faire le saut si opérande 1 est inférieur à opérande 2, ou bien opérande 1, pour le cas de JBE, inférieur ou égal à opérande 2. Donc comme vous voyez, on compare, ensuite on décide sur le saut si c'est égal, si ce n'est pas égal, si opérande 1 supérieur ou bien supérieur ou égal, ou bien opérande 1 est supérieur ou, pardon, inférieur ou inférieur ou égal à opérande 2. Alors ici, il y a un cas particulier pour la comparaison supériorité ou d'infériorité. C'est que, dépendant de vos opérandes, si vous voulez utiliser, si vos opérandes sont exprimées en code complément à 2, opérande 1 et opérande 2 sont positives ou négatives, vous allez plutôt utiliser les instructions JG, jump on greater, ou bien jump on greater or equal. Ça, c'est dans le cas où vous voulez faire la comparaison en code complément à 2. C'est-à-dire qui considère que opérande 1 et opérande 2 sont des nombres exprimés en code complément à 2, donc ils peuvent être positifs ou négatifs. De la même façon, si vous voulez tester l'infériorité, vous allez utiliser deux autres instructions, JL, jump on lower, et jump on lower or equal. Donc rappelez-vous bien que ces deux instructions-là, c'est quand on a le code complément à 2, alors que les deux premières, jump above et jump below, c'est dans le cas du binaire naturel. Donc faites beaucoup attention quand vous travaillez avec vos opérandes, regardez si vous travaillez avec des nombres en binaire naturel ou bien des variables en code complément à 2. Donc à chaque cas, vous allez utiliser des instructions différentes. Alors ce que nous avons ici, c'est, attendez, je vais essayer de dépasser ça. Voilà. On met le stylo. Alors, parfois vous avez besoin de faire un saut juste après une certaine opération, qui peut être la comparaison de quelque chose d'autre.
mais juste en testant un drapeau. Donc, vous voulez faire un saut si le drapeau Z est mis à 1, bien si le drapeau C, la retenue, qui est mise à 1, etc. Le drapeau O, le drapeau P, ils sont mis à 1. Donc, sauf si les drapeaux suivants sont à 1 respectivement. De la même façon, JNZ, JNC, JNO, JNP, c'est un saut qui va être fait si ces drapeaux-là ne sont pas à 1, c'est-à-dire qu'ils sont à 0. Donc ça, c'est notamment, par exemple, si je prends le cas de JC, vous allez sauter s'il y a une retenue. Donc après avoir fait une addition, par exemple ADD AX, virgule BX, et JC, traitement. C'est-à-dire que s'il y a une retenue, vous allez sauter à, à l'instruction désignée par le label traitement. Alors regardons quelques exemples de saut conditionnel. Donc ici, j'ai une instruction qui décrémente AX. Donc imaginons que AX commence par une très grande valeur. Je décrémente AX et je veux tester si AX arrive à 1000. Donc comment je vais faire ça? Donc, je vais comparer AX avec 1000. Si AX n'est pas encore égal à boucle, pardon, si AX n'est pas encore égal à 1000, donc JNE, J not equal, si AX est différent de 1000, donc aller à boucle. Donc boucle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décrémenter AX. Donc c'est-à-dire que tant que AX n'est pas encore arrivé à 1000, on va continuer à décrémenter AX. Donc dès qu'on arrive à 1000, c'est-à-dire quand AX sera égal à 1000, sera plus différent de 1000, on va continuer l'exécution du programme. Donc ça, c'est le sinon. Donc si oui, hein, on va aller à boucle, sinon, on va aller à move PX AX. Voilà. Donc si AX est différent de 1000, on va sauter à boucle. Et donc passons à un exemple dans lequel nous allons regarder l'application des différentes instructions que nous avons vues, surtout les instructions de saut conditionnel et inconditionnel. Donc imaginons que nous voulons écrire un programme qui calcule la somme suivante des nombres de 1 jusqu'à 7. Alors comment est-ce qu'on peut calculer ça? Bien sûr, vous pouvez prendre un registre et commencer à ajouter les valeurs 1, add 1, add 2, add 3, add 4, add 5, add 6, mais ça fait une longue série d'instructions. Imagine que je veux faire la somme, non pas jusqu'à 7, mais jusqu'à, par exemple, 1000. Donc, je ne peux pas le faire avec 1000 instructions ADD. Donc, il faut obligatoirement utiliser une boucle comme les boucles que vous connaissez déjà en langage C. Alors, imaginons que l'opération que nous allons faire ici est sur 8 bits, parce que, comme vous voyez, les nombres qui sont là sont des nombres qui sont petits. Donc, on peut travailler sur 8 bits. Et par conséquent, on peut choisir comme registre final qui contiendra la somme S. On peut choisir le registre CL. Alors, commençons par l'énumération des registres qui sont utilisés, parce que comme vous savez, les registres sont des ressources rares. Vous ne pouvez pas les gaspiller comme vous désirez. Donc, il faut toujours penser avant de commencer n'importe quel programme ou registre que vous allez employer. Donc, je vais consacrer le registre CL à la somme, mais il me faut aussi un certain registre qui permettra de jouer le rôle de compteur, parce que n'oubliez pas que je fais la somme de 1 jusqu'à 7. Donc il me faut, comme vous faites en langage C, vous utilisez une variable i qui incrémente 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 7. Je vais ici utiliser un registre qui va faire ce travail. Donc ce registre-là, dans mon cas, je vais utiliser le registre AL qui est aussi un registre sur 8 bits. Alors, commençons tout d'abord par l'organigramme, parce que l'organigramme, ça permet d'organiser nos idées, ça nous permet d'exprimer ce que nous désirons faire, exprimer la séquence sous forme graphique, avant de commencer l'écriture du programme
en assembleur. Donc, je commence par l'organigramme. Et donc, l'organigramme va certainement commencer par mettre à 0 la somme. Donc, je mets CL à 0. Et aussi, je dois mettre à initialiser le compteur. Alors, dans mon cas, je vais initialiser le compteur à 1. Ici, c'est comme si vous avez une boucle for. Alors, si vous vous rappelez, la boucle for, elle fait comme ça. Donc, for int i égale 1, i inférieur ou égal à 7, i plus plus. D'accord? Donc, ça, c'est le programme en langage C. Je vais l'écrire. Et avant ça, il faut mettre somme égale à 0. Pardon. Ici, dans votre programme en langage C, vous allez tout simplement écrire somme plus égale i. Je peux enlever les accolades je désire. Donc ça c'est le programme en fait qui va me faire la somme que j'ai indiqué dans la diapositive précédente. Mais essayons de faire ce programme tout d'abord avec l'organigramme, ensuite on va l'écrire en assembleur. Donc comme vous voyez, on commence par initialiser i est égal à 1, c'est ce que je fais ici. Donc pour moi le i c'est AL et pour moi le CL c'est la somme. Donc je commence par mettre initialiser le registre AL par 1. Ensuite, je vais commencer ma boucle, c'est-à-dire la boucle qui fait que somme égale à somme plus A plus I. Donc c'est l'équivalent d'écrire CL qui est somme est égal à somme CL plus I plus AL. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? En fait, dans ma boucle, j'ai une seule instruction. Donc, juste après l'instruction, je vais tester est-ce que... Non, avant de faire ça, il faut que j'incrémente mon AL, n'est-ce pas? Parce que c'est ça ce que fait la boucle for. Donc, il faut que j'incrémente mon AL. Donc, AL reçoit AL plus 1. Et puis, je vais tester est-ce que AL est arrivé à 7 ou non. Donc, je vais comparer est-ce que AL est inférieur à 8. En fait, tester si I est inférieur ou égal à 7, ça revient aussi à dire est-ce que I, c'est exactement la même chose puisque I c'est un entier. Est-ce que I est inférieur strictement à 8, c'est exactement la même chose. Donc, est-ce que AL est inférieur à 8? Alors, si c'est oui, on va revenir exactement ici pour ajouter la nouvelle valeur de AL après l'incrémentation dans CL. Sinon, c'est la fin du programme. Donc, si c'est oui, on va là. Si c'est non, c'est la fin du programme. Donc, ça, c'est l'organigramme. Vous voyez bien, ça représente votre raisonnement d'une façon graphique. Ce que nous allons faire maintenant, c'est juste traduire cet organigramme sous forme d'instruction. Alors, commençons par la première instruction. Charger 0 dans CL. Ça s'écrit move CL, 0. Alors, quel sera l'équivalent de mettre la valeur 1 dans AL? Oui, très bien, c'est move AL, 1. Ensuite, comme vous constatez ici, il y a un saut qui est fait à ce niveau-là. Donc, cette instruction-là, il faut la marquer avec un label. N'importe quelle instruction là où vous avez un saut, parce qu'il y a un saut ici, il faut l'indiquer par un label. Donc, le label que j'ai utilisé ici, c'est suite. Donc, cette instruction-là, c'est l'instruction qui est marquée par le label suite. Et qui est, en assembleur, s'écrit add cl, AL. Donc, cl reçoit cl plus AL. Ensuite, l'instruction qui vient juste après, c'est incrémenter AL, donc INCAL. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour la comparaison? Donc ici, la comparaison, il existe toujours sous forme de 2 instructions. Donc ça, c'est un saut conditionnel. Donc il faut tout d'abord comparer AL avec 8, d'accord? Et si c'est inférieur, alors si vous vous rappelez bien, inférieur, c'était JB. JB, 8. Donc j'ai encodé ici 2 choses, donc la comparaison aussi le saut si AL est inférieur à 8. Donc comparer AL avec 8 et puis JP suite. Sinon, c'est la fin du programme. Hein. Donc vous pouvez mettre par la suite ici ce que vous désirez faire après suite, après la boucle.
Alors maintenant que vous avez écrit votre programme, comment vous allez faire pour l'exécuter sur un ordinateur et tester si ça marche bien ou non? Alors, il y a plusieurs possibilités de faire ça. Donc la première méthode, c'est l'utilisation d'un compilateur assembleur, soit 32 bits si vous travaillez avec le 80x86 ou bien 16 bits si vous voulez travailler directement avec le 8086 qui est l'ancêtre du 80x86. Alors il y a plusieurs compilateurs, l'un des autres compilateurs les plus connus, c'est donc le compilateur MASM ou macro assembleur. Dans ce cas-là, vous allez écrire votre fichier avec l'extension .asm et puis vous allez appeler le compilateur MASM pour générer le fichier exécutable. Donc ça, c'est la première méthode. Si vous voulez avoir un fichier exécutable directement, écrit complètement à 100% en assembleur. Deuxième façon, c'est d'utiliser un compilateur C ou C++. Il y a certains compilateurs qui acceptent la directive underscore ou souligné ASM, ce qui permet d'insérer votre code assembleur dans un programme en langage C. Alors ceci va s'effectuer de la façon suivante. Donc regardez bien que j'ai ici un programme en langage C, mais à un moment donné, je vais insérer du code assembleur avec la directive souligné ASM. Donc à n'importe quel endroit de votre programme, vous pouvez mettre underscore souligner ASM, ouvrir l'accolade et commencer à écrire votre programme en assembleur. Et puis quand vous terminez, vous fermez l'accolade et vous pouvez continuer. Alors, l'avantage de cela, surtout dans les travaux pratiques, ou bien surtout si vous avez besoin d'une procédure en assembleur qui est rapide, parce que le langage C n'est pas souvent rapide. Si vous voulez une procédure qui soit très rapide, vous pouvez l'écrire en assembleur. Euh, donc ici, ce code assembleur, il sera exécuté tel qu'il est. Et la bonne chose, c'est que vous pouvez accéder aux variables du programme. Donc, par exemple, ici, j'ai déclaré la variable somme. Je peux très bien l'utiliser dans mon programme ici, hein, LEAEBX somme. Et donc, l'adresse de somme sera stockée dans le registre EBX, comme vous voyez ici. D'accord, donc ici j'ai ajouté la valeur 2. J'ai ajouté la valeur 2 à la variable somme qui est égale à 3. Donc je charge l'adresse de somme dans le registre EBX. Après, j'ajoute 2 à la variable pointée par EBX qui est somme ici. Et donc le résultat, ça va être 5. Donc après, quand vous allez afficher le résultat et le contenu de la variable somme, vous allez voir que la valeur de somme maintenant est passée à 5 au lieu de 3. En utilisant bien sûr votre code assembleur. Donc dans les TP, nous allons principalement utiliser cette méthode parce que le Visual Studio de Microsoft permet d'insérer le bloc assembleur dans un programme en C ou bien en C++. Et c'est un environnement qui vous permet de faire le débogage, regarder l'état des registres, regarder l'état de la mémoire, chose qui n'est pas fournie par un compilateur en ligne normal comme MASM, où vous allez juste compiler. Vous ne pouvez pas déboguer votre programme comme ce que fait le Visual Studio. Donc on va principalement opter pour la deuxième solution dans les TP. Alors cette dernière partie vous explique un petit peu comment est-ce que l'assembleur est traduit sous forme de code d'opération. En fait, l'assembleur, même si ça vous paraît très proche du langage de la machine, c'est pas vraiment ce qui est exécuté par la machine. Donc la machine ne comprend que les 0 ou les 1. Il faut savoir que chaque instruction en assembleur, elle est encodée sous une série d'octets, ce qu'on appelle le code opération, ici. Donc c'est ce code-là qui est stocké dans la mémoire et exécuté par le microprocesseur. Donc les instructions que vous écrivez, que ce soit add ou move ou inc, etc., ils sont tous
traduit traduit sous forme de code opération. Et les opérandes aussi que vous allez ajouter à votre instruction seront aussi stockés avec l'instruction d'une certaine façon. Par conséquent, n'importe quelle instruction, elle sera stockée sous forme de deux parties. Donc, la première partie, c'est le code d'opération qui sera sur 1 ou 2 octets. Et la deuxième partie, ce sont les opérandes. Alors, par exemple, le code d'opération, si vous écrivez move AX, virgule 1, donc move sera traduite sous forme d'un octet ou 2, et AX,1 sera aussi traduit sous forme de 1, 2 ou 3 octets, ça dépend de combien d'opérandes vous avez. Parfois, certaines instructions n'ont pas d'opérandes. C'est pour cette raison que certaines instructions n'auront pas d'opérandes, c'est juste le code d'opération qui sera mis. Par exemple, l'instruction NOP. NOP, c'est-à-dire No Operation, cette instruction ne fait rien, mais elle n'a pas d'opérande. Donc ici, le nombre d'opérandes, c'est 0. Regardons un petit exemple. Supposons que nous avons un programme qui existe à l'adresse 5000, qui est celui-là. Donc move CL,2, incrémenter à L, sub BH, le contenu de cette adresse-là. Alors si vous compilez ce programme avec Visual Studio et que vous regardez le contenu de la mémoire, vous allez trouver que ces instructions-là ont été traduites sous forme de leur code opération et opérande. Donc si je prends l'instruction move CL,2, la première, si vous regardez la mémoire, vous allez trouver qu'il est encodé sur 2 octets. Donc B1, c'est bien l'équivalent de move et une partie de l'instruction CCL. Et 0,2, c'est le deuxième opérande. Donc, en fait, cette instruction-là a été traduite sous forme de 2 octets. Et c'est ce code-là, le B102, qui sera envoyé au microprocesseur pour le traiter. Bien sûr, cette correspondance, c'est une correspondance directe. Hein. C'est le constructeur du microprocesseur qui va vous dire comment chaque instruction est transformée sous forme de code d'opération suivi des opérandes. Alors, deuxième opération, c'est incrémenter à L. Elle a été traduite par, pardon, je reviens en arrière. Elle a été traduite par FEC0. Et la troisième opération, c'est, comme vous voyez bien, sub BH, de 2 à 3D. Et puis, comme vous voyez, cette adresse-là, elle a été donnée, elle a été mise directement comme opérande par la suite. Et on voit bien ici la notation Little Endian, convention Little Endian, où l'adresse commence par le poids faible A4 37 42 00. Donc cette instruction que vous avez écrite en assembleur sera traduite directement sous forme de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 octets. Donc pour chaque instruction, on aura un certain nombre d'octets. Donc pour la première et la deuxième instruction, on a 2 octets, alors que pour la dernière instruction, on a 6 octets. Pourquoi? Parce qu'on a une adresse qui est longue, qui prend 4 octets. Donc on a 2 octets pour l'instruction et 4 octets pour l'adresse. Bien sûr, vous n'êtes pas censé connaître par cœur tout ça, mais il faut juste savoir qu'à la fin, votre programme qui est celui-là, move CL2, incrémenter à L sub PH, etc., sera traduit sous forme d'une séquence d'octets. Et c'est ça le programme exécutable. Le programme exécutable qui sera exécuté par le microprocesseur, c'est tout simplement cette série d'octets. Par conséquent, votre programme, après conversion en code d'opération, sera tout simplement stocké de cette façon-là dans la mémoire. Donc le microprocesseur, lui, va commencer à lire ces codes de la mémoire. Donc il sait que B102 c'est move CL2, il sait aussi que incrémenter à L c'est ça, et aussi il sait également que sub BH l'adresse, ça s'écrit de cette façon-là. Voilà, donc on a fait le tour des instructions les plus importantes du 80x86. Et donc avec cela, vous êtes maintenant capable de commencer à écrire des programmes en assembleur.